19e siècle, et donc voilà, je suis un peu imprudent, inconscient, certainement d'avoir accepté de parler de Peggy, mais voilà, je suis malgré tout un peu prudent dans mon imprudence, dans mon inconscience, puisque j'ai choisi malgré tout d'aborder un sujet qui est le mien, qui est le roman, et de parler d'un sujet qui me semble finalement peu traité, peut-être pour de bonnes raisons, je reviendrai dessus, mais qui est Peggy et le roman. Alors, tout d'abord, donc, je le disais, ce sujet peut paraître un petit peu étrange, voire même un petit peu absurde, et cela pour de bonnes raisons. Donc je vais d'abord justement énumérer les bonnes raisons de ne pas traiter le sujet que je vais traiter finalement au bout du compte. Donc la première bonne raison de ne pas traiter ce sujet, c'est évidemment que Peggy n'est pas un romancier. Donc théâtre, poésie, prose d'essai. Peggy s'est essayée à beaucoup de genres, mais jamais au roman finalement. Bon, premier point. Deuxième point, c'est qu'il ne semble pas à première vue développer un goût particulier pour ce genre en tant que tel. Lorsqu'il admire un roman, c'est souvent pour le rattacher à la poésie, en fait. Et finalement, quand il y a un roman qu'il admire dans les cahiers, un roman dont il parle, finalement, il en parle souvent comme d'un poème. Et là, il y a quelque chose d'un peu similaire, finalement, à ce que l'on voit chez un philosophe italien contemporain, Benedetto Croce, lui aussi, qui a beaucoup écrit sur l'esthétique, et quand il parle du grand art, de la grande littérature, il parle en fait, Croce, de la poésie, un peu comme le fait Peggy. Pour l'un et pour l'autre, on a l'impression que la quintessence de l'art, c'est la poésie. Ainsi, quand Peggy parle de Notre-Dame de Paris de Hugo, c'est dans Notre Patrie, il parle d'un poème en prose, en forme de roman de sa demi-jeunesse, ou quand il parle de tel ou tel roman de Zola, il parle des romans essentiels de Zola, mais tout de suite pour dire qu'il s'agit de poèmes ou d'épopées. Donc tout ça, évidemment, devrait m'éloigner de ce sujet, de traiter des rapports de Peggy et du roman. Et pourtant, évidemment, Peggy est aussi un éditeur de romans et un défenseur de ses romanciers et amis, donc avec lesquels les relations seront parfois un petit peu tendues, mais malgré tout, on peut citer Romain Rolland, Antonin Lavergne, qu'il va beaucoup défendre pour son Jean Coste, les frères Tarot, Émile Moselly, évidemment Alain Fournier. Donc je reviendrai sur tous ces auteurs-là au fur et à mesure de ma communication. Alors, on peut même dire d'ailleurs qu'il n'est pas sans flair d'un point de vue éditorial. Oui, on pourrait ajouter aussi, c'était un auteur déjà établi à l'époque, mais voilà, les contributions d'Anatole France au cahier de la quinzaine, notamment à l'affaire Cringby, qui paraît dans les cahiers de la quinzaine après l'apparition dans le Figaro. Alors, oui, je disais, Peggy n'est pas sans flair d'un point de vue éditorial pour les romans, puisque Romain Rolland obtient le prix de la vie heureuse, qui deviendra le prix Femina pour Jean-Christophe en 1905. Les frères Tarot donc obtiennent le prix Goncourt en 1906 pour leur plus célèbre roman Dingley, l'illustre écrivain. Ce roman était d'ailleurs une commande directe de Peggy sur la guerre des bourgs. Et Émile Moselly obtient le prix Goncourt également pour Jean des Brebis en 1907. Alors c'est un recueil de nouvelles, mais voilà, Moselly est un romancier aussi qui sera un ami proche de Peggy, et je reparlerai des souvenirs de Moselly sur Peggy que j'ai découverts pour l'occasion et qui sont assez beaux, qui ont été publiés d'ailleurs par la Société des Amis. Peggy s'évertua aussi, on le sait, à faire obtenir ce même prix Goncourt au Grand Maulne, même s'il n'en était pas l'éditeur, et ce roman eut la postérité que l'on connaît, et sans doute de tous les romans
dont j'ai parlé, c'est le Grand Maulne qui reste pour nous comme le grand roman de cette période. Alors ce paradoxe d'un Péguy si éloigné du roman dans nos consciences et si proche de lui dans son quotidien d'éditeur et d'homme de lettres m'a intrigué, et j'essaierai donc d'éclairer ces rapports en me replongeant dans l'œuvre même de Péguy. Alors tout d'abord, donc, en 3 étapes. Tout d'abord, première étape, j'essaierai de voir justement les préventions de Péguy contre le roman, ce qu'il appelle la cochonnerie romanesque. Je reviendrai sur ce terme. Donc voilà, il y a beaucoup de jugements négatifs de fait sur le roman chez Péguy. Donc je verrai cela dans un premier temps, pour ensuite essayer de dégager, là d'un point de vue plus positif, peut-être un art du roman chez Péguy, parce que voilà, il ne dit pas que des méchancetés sur le roman. Donc voilà, j'essaierai, en glanant ici ou là des informations, de montrer que malgré tout il y a une sorte d'art du roman proposé par Péguy. Et je me demanderai enfin si un roman péguiste aurait été possible. Voilà. Alors question un peu, là aussi peut-être un peu absurde. Voilà, il y a quelques documents qui laissent penser que peut-être cela aurait été possible. Donc, même si en général je ne fais pas cela, ça sera un peu de la critique fiction. On essaiera d'imaginer un petit peu un certain nombre de choses, mais voilà, c'est une question qui, je pense, mérite d'être posée. Donc, je commencerai par évoquer le refus chez Péguy de la cochonnerie romanesque. Voilà, terme que j'emprunte à Péguy. Ça revient abondamment sous sa plume. Cochonnerie, saleté. Et évidemment, pour parler de romans qu'il estime peu. Dans cette littérature méprisable, selon lui, l'on retrouve le roman feuilleton. Voilà. Même si il reconnaît aussi, dans certains passages, qu'il y a de bons romans feuilletons, hein, et que certains romans feuilletons peuvent devenir des moyens de culture efficaces, et non pas seulement pour le peuple, hein, c'est ce qu'il dit dans De Jean Coste. Mais il insiste aussi sur le mauvais roman feuilleton, qui est un des agents les plus pernicieux de démoralisation, dit-il. Donc, de manière générale, le roman feuilleton est assez mal vu par Péguy. C'est le jugement le plus courant dans les cahiers, et dès la première série, hein, sont dénoncées les saletés, les horreurs et les idioties des romans feuilletons. S'ajoute à cela la publicité éditoriale autour d'un certain type de roman, dont la médiocrité laisse envisager parfois la médiocrité de l'œuvre. Et à ce propos-là, il y a donc on est toujours dans la première série des cahiers, un commentaire très ironique de l'annonce commerciale, hein, du Covadis de Zienkiewicz, donc sous le nom de Justin Latour, hein, c'est dans le 12e cahier de la première série, et donc il cite une annonce commerciale vantant les qualités de Covadis, et voilà, je ne résiste pas, je vous lis quelques lignes ensuite du commentaire de Péguy. Donc au courant de la plume, j'ai corrigé une faute d'orthographe et plusieurs fautes de typographie. Je n'ai pas corrigé les fautes de français parce que dans les classes de lettres, je n'enseigne rien que les mathématiques. C'est Justin Latour qui parle, et c'est Péguy malgré tout qui écrit ici. Je me suis demandé longtemps ce qui avait pu se passer dans l'esprit du pauvre prolétaire intellectuel chargé de rédiger cette affiche. Ou bien il ne sait pas le français, car j'ai reçu au lycée une solide instruction littéraire et je ne puis accepter ni le ton général ni certaines expressions particulières de cette réclame. Un tel engouement, mouvoir des foules, mouvemente l'action, j'en passe et de moins raide, ou bien encore le prolétaire intellectuel s'est amusé par manière de sabotage à rédiger en un vague polonais. Voilà, ça c'est... Et donc un peu plus loin, il en conclut que certainement, que peut-être ce Covadis est un chef-d'œuvre de la littérature, mais que malgré tout, une telle annonce ne l'incite pas du tout à ouvrir le livre. Et un peu plus loin, un peu plus tard dans les cahiers, donc dans le 3e cahier de la 2e série, hein, vous avez cette annonce assez drôle.
en tête des cahiers, à nos anciens et à nos nouveaux abonnés, nous ne donnons ni un réveil matin, ni le cours de la bourse, ni un roman de Zienkiewicz, ni une cave à liqueur, ni un merveilleux écrin, ni la vérité toute faite, ni des vers de Jean Rameau, qui était un poète de l'époque, ni un guide remboursable, ni des vers d'Edmond Rostand, ni nos pronostics, ni le résultat complet des courses, ni un par-dessus pour 10 francs, ni un complet pour 16. On voit qu'il ne devait pas particulièrement apprécier le Covadis de Zienkiewicz, puisqu'il le met dans cette liste-là. Alors cela n'empêchera pas Péguy de faire de la publicité dans ses cahiers pour les romans qu'il publie, mais elle est alors indissociable de la défense des cahiers et de la défense de leur esprit, et n'a rien à voir avec une pratique purement commerciale. À côté de la mauvaise littérature populaire et de ses pratiques éditoriales, Péguy vitupère contre la propension du roman aux saletés. Voilà, un terme aussi comme les cochonneries romanesques, comme la cochonnerie romanesque, le terme de saleté revient aussi régulièrement. Sont visés alors certains héritiers du naturalisme. Dans le premier cahier de la deuxième série, on trouve ceci. Enfin et surtout, il est extraordinaire qu'on ne puisse publier un volume ignoble sans qu'aussitôt un imbécile fasse appel au grand Flaubert et à Maupassant et au grand Rabelais. Comme l'œuvre de Flaubert est sévèrement saine, il n'y a pas dans tout Maupassant ce que je nomme une cochonnerie. Et quand même il y aurait dans les bons auteurs des ordures authentiques, cela ne prouverait pas qu'il faille être ou qu'il suffise d'être horde pour devenir un des bons auteurs. Donc, là, ce qui est visé, c'est un certain roman naturaliste, un certain roman hérité du naturalisme. Et même si Péguy estime Zola pour J'accuse et pour son engagement aux côtés de Dreyfus, l'on sent poindre souvent une critique de son œuvre passée. C'est assez ambigu sur Zola, les références à Zola dans les cahiers. Mais voilà, on sent que certains romans des Rougon-Macquart ne trouvent pas grâce aux yeux de Péguy. En tout cas, certains aspects de ces romans. Mais celui contre qui il se bat vigoureusement dans les premiers cahiers, c'est Octave Mirbeau, qui fait paraître en 1900 son Journal d'une femme de chambre. Et donc là, ce sera notre premier extrait, voilà, donc là sous la signature encore de Jacques Roudier, donc dans le 12e cahier de la première série. Mon cher Péguy, nous nous demandons ici à quoi peuvent bien servir tes cahiers. Ils sont déjà passablement rasants. Toutes les petites histoires que tu te complais à nous conter me sont personnellement fort égales. Nous avions espéré au commencement qu'au moins ils serviraient à dire la vérité. Il n'en est rien. Tu fais comme les autres. Tu ne dis que les vérités que tu veux bien dire. Voilà plus de 6 mois que Mirbeau a commencé dans la Revue Blanche à publier son immonde Journal d'une femme de chambre, et tu n'as pas encore publié que c'était immonde. Jamais tu ne me feras croire que c'est parce que tu n'as pas eu le temps. Seulement, tu fais comme tout le monde. Les bons camarades avant tout. Tu t'es attardé à Lafargue. C'était moins compromettant. Lafargue n'a pourtant pas eu tort de s'élever violemment contre les intellectuels qui se font des rentes en vendant des cochonneries aux bourgeois. Si j'avais été là, aux sociétés savantes, j'aurais vivement applaudi Lafargue à ce passage. Quand je suis devenu Dreyfusard, après de longs entretiens avec toi et de très longues hésitations intérieures, je croyais vraiment que tu étais sérieux. Je m'imaginais que nous renoncions une fois pour toute la vie aux insincérités des camaraderies de parti et d'école. Si Rochefort avait écrit un jardin des supplices
et le maître un journal d'une femme de chambre, vous gueuleriez tous comme des gardes champêtres. Mais c'est Octave Mirbeau, un cher camarade, un ancien bon Dreyfusard, un ancien soldat, comme nous. Je ne croyais pas que le dreyfusisme aboutirait à instituer ainsi une sale camaraderie dreyfusiste. Je suis allée à Paris la quinzaine dernière. Je ne suis pas allée te voir, parce que tout le monde n'est pas assez riche pour y passer la semaine entière et t'y attendre jusqu'au jeudi. Et puis je manque un peu de patience et il ne me plaît pas qu'on me fasse poser. On parlait du bouquin de Mirbeau. Quelle saleté, disaient les hommes. Quelle œuvre, inscrivaient les journalistes. Quelles immondices, disaient les hommes. Quelles admirables observations, inscrivaient les journalistes. Quel ignoble bouquin, disaient les hommes, tous les hommes. Études sociales prodigieuses, inscrivaient les journalistes, tous les journalistes. Le même individu qui vous disait couramment « Hein, est-ce cochon ?» commençait le soir dans son journal « C'est un spectacle merveilleux que celui d'un talent qui se renouvelle aussi remarquablement que celui de Monsieur Octave Mirbeau. » C'est à lever le cœur. Comme Octave Mirbeau doit mépriser tous ces journaleux qui ont réussi à être encore un peu plus dégoûtants que lui par camaraderie et platitude professionnelle. On ne sait pas si vous êtes plus lâche que Tartuffe ou plus Tartuffe que lâche. Continuez. Serviteur, Jacques Roudier. Merci beaucoup, parce que là, voilà, le texte résonne. Voilà, donc sous la signature de Jacques Roudier, ici Péguy donc s'élève contre le journal d'une femme de chambre, et il revient à de nombreuses reprises. Vraiment, ça fait partie des œuvres qui le choquent à l'époque. Et ce qui révulse Péguy, surtout, au-delà de la complaisance des journalistes, on a vu cette petite scénette que décrivait Péguy, c'est l'hypocrisie de l'auteur. Alors, Péguy ironise souvent sur la tendance cosmo-sociographique, c'est un terme qu'il utilise notamment dans De Jean-Cos, la tendance cosmo-sociographique du roman moderne. Mais ici, le problème est amplifié, car le roman se fait en plus ce qu'il n'est pas. Et il dit toujours à propos de Mirbeau, à la même période, dans les cahiers, quand on a fait un livre de cochonneries, on a au moins le courage de dire qu'on a fait un livre de cochonneries, et on ne dit pas, ou du moins on ne fait pas, ou on ne laisse pas imprimer que c'est un roman social. Toujours cette idée que, voilà, on s'habille du terme de roman social, donc hérité du naturalisme et du réalisme, mais pourquoi pas de la sociologie, dit Péguy. Toutes les tartufferies me dégoûtent. Au moins, Vacher ne disait pas qu'il avait fait de la gynécologie. Alors là, ça nous paraît peut-être obscur, mais Vacher, c'est le criminel, le grand criminel de l'époque, le tueur en série, qui avait violé et tué une vingtaine de femmes et qui a été guillotiné en 1898. Donc, on voit que la charge contre Mirbeau est assez violente et virulente. Donc, notamment avec cette comparaison avec le criminel Vacher. Et il y a sans doute un monde pour Péguy entre le grand Flaubert, et ça revient aussi souvent, sous la plume de Péguy, vraiment apparente admiration pour Flaubert. Il parle du grand Flaubert, dont il célèbre à d'autres endroits la peinture du monde provincial, et notamment le texte admirable, dit-il, des comices agricoles dans Madame Bovary. Qui pour lui est un texte vraiment où il touche la vérité
et où on est au plus près donc du roman réel, on reviendra dessus, du roman vrai. Donc tout un monde entre ce grand Flaubert et Mirbeau, hein, dont le goût pour les perversions et les pathologies l'emporte sur le souci de réel. Alors l'on voit à travers ces exemples, et cela n'est guère étonnant, qu'il y a chez Péguy une sorte d'éthique de la littérature en général et d'éthique du roman en particulier qu'il s'agit de maintenir. Tout n'est pas permis dans une œuvre, même si le temporel et le spirituel sont sans cesse liés, la complaisance dans le laid et le bas empêche justement toute possibilité d'élévation. Alors, un ami de Péguy, Joseph Lott, le dit bien dans un article de ses bulletins des professeurs catholiques de l'université, c'est un article sur Émile Bauman, mais où il parle de Zola, donc c'est Lott qui parle là, il dit « Ce qui nous rend inhabitable la maison de Zola, c'est un épais matérialisme, cette grossière sensualité dont il pétrit tous ses personnages. » Bon, c'est sur Zola, on verra que la position de Péguy sur Zola est plus nuancée que cela, mais il y a quelque chose là certainement que partage Péguy sur certains héritiers du naturalisme, cette grossière sensualité dont ces romanciers entourent les personnages. Et même chez certains auteurs catholiques, Péguy ne supporte pas cette propension à la grossière sensualité. Et voilà, il y a tout un ensemble d'auteurs comme Villiers de l'Isle-Adam, Barbet d'Aurevilly, Huysmans, Léon Bloy, Émile Bauman aussi. Et il reproche à Lott de célébrer Bauman parce que justement il trouve que là aussi ce sont des grossièretés, des cochonneries romanesques. Donc tous ces auteurs-là, Péguy ne les supporte pas, et on peut penser qu'il ne supporte pas justement leur propension à la grossière sensualité. L'œuvre de Péguy est profondément terrienne, humaine, son style se fait parfois familier, naïf, mais il n'est jamais vulgaire et il ne va jamais lui-même justement dans la grossièreté qu'il dénonce chez ses auteurs. Alors, donc là on est dans le versant négatif, là toutes les critiques que Péguy a pu faire sur le roman et sur un certain type de roman. Malgré tout, je vais essayer dans un deuxième temps de sauver le roman, et d'essayer de trouver comment chez Péguy, effectivement, il peut y avoir une pensée positive du roman. Et on peut l'imaginer, puisque malgré tout, il a édité beaucoup de romans, et alors, sur certains romans édités, il y a peu de traces. On ne sait pas trop ce que Péguy pouvait penser de tel ou tel roman, mais pour d'autres romans, on a véritablement des textes qui nous permettent peut-être d'y voir un peu plus clair sur la pensée de Péguy sur le roman. Donc il n'est pas juste un contempteur du roman contemporain, il est aussi un éditeur et il est soucieux de choisir des œuvres de valeur dans ce domaine et donc aussi de défendre les œuvres qu'il choisit pour les cahiers. Le grand roman ou le bon roman est d'abord pour lui affaire de nuances et de profondeur. Et il s'en explique dans un beau passage de la note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, qui est notre deuxième extrait. Donc je laisse la parole. Ici encore, les uns et les autres se trompent, ou plutôt les uns et les autres abusent. Mais de la même erreur et du même abusement. Au lieu de convenir qu'il y a des passions profondes et des passions superficielles, les romanciers veulent que ce soit la passion, comme telle, qui soit elle-même, en son essence, profonde. Ils veulent qu'elle n'ait qu'à se montrer, à être la passion, pour être profonde, parce qu'ils veulent qu'eux-mêmes n'aient qu'à se montrer, à traiter et même à parler de la passion, pour être des profonds et des mystérieux. Et par contre, et en contre, les anti-romanciers, les critiques, veulent que ce soit la critique comme telle qui soit elle-même en son essence claire. Ils veulent qu'elle n'ait qu'à se montrer à être la critique pour être claire, parce qu'ils veulent
qu'eux-mêmes n'aient qu'à se montrer, à traiter ou même à parler de critiques pour être des clercs et des illuminateurs. Mais moi qui n'ai aucun système et qui, à cause de cela, ne ferai aucune fortune, je dis même intellectuelle, je suis forcée d'avouer que je vois des critiques fort troubles et des pathétiques fort clairs, comme je vois des critiques profonds et des pathétiques fort superficiels. Au fond, les romanciers voudraient n'avoir qu'à être des romanciers pour être profonds. Non, mes enfants. Il faut en outre être des romanciers profonds. Et les critiques voudraient n'avoir qu'à être des critiques pour être clairs. Non, messieurs. Il faut en outre être des critiques clairs. Au fond, c'est partout le même débat. C'est le secret de la situation faite à l'histoire et à la sociologie, et surtout aux historiens et aux sociologues dans les temps modernes. Les historiens veulent n'avoir qu'à être des historiens pour connaître le passé. Les sociologues veulent n'avoir qu'à être des sociologues pour connaître les sociétés de l'homme. Un instant, mes seigneurs, il y faut aussi la connaissance du passé et des sociétés et de l'homme. Les poètes sont infiniment plus raisonnables. On s'y attendait. Qui admettent très bien qu'il ne suffit pas de faire des vers pour être des poètes. Et s'ils ne l'admettaient pas, tout le monde l'admettrait bien pour eux. C'est comme s'il suffisait de s'habiller en soldat pour être brave. Ainsi, il ne suffit pas de s'habiller en romancier et en pathéticien pour être profond, et il ne suffit pas de s'habiller en critique pour être clair. Merci beaucoup. Donc, clarté et profondeur dans le pathétique, voilà ce qui signe la réussite du roman. Il s'en explique aussi un petit peu après le passage que nous venons de lire, et notamment par rapport au grand Homère. Il cite la scène du vieux Priam au pied d'Achille, où, dit Peggy, on atteint le maximum de clarté dans le maximum de profondeur. Et on a l'impression que pour lui, le bon romancier, le grand romancier, qui est décrit et qui est évoqué dans ce passage, c'est celui qui arrive aussi au maximum de clarté dans le maximum de profondeur. Chaque fois que Peggy parle de sentiments, d'impressions ou de passions complexes, il évoque alors le roman, en tout cas, ça fait partie justement des passages où il évoque le roman. Il évoque le roman comme seul capable de rendre compte justement de la profondeur psychologique et de la profondeur psychologique de certaines situations. Dans le 6e cahier de la première série, déjà, il s'en remettait à ce genre pour tout ce qui touche à la subtilité. Voici ce qu'il disait. Comment vous présentez ces nuances parfaitement délicates? Comment vous comptez ces événements doux, menus, profonds et grands? À peine un roman pourrait-il donner cette impression. Et s'il vous faut un roman, docteur, allez le demander à mes amis Jérôme et Jean Tarot. C'est leur métier de faire des romans. Chacun son métier. Alors, à la fin de sa vie, dans l'Argent-Suite, cette même idée revient à propos du sentiment de paternité. Il y a un très beau passage sur la paternité, le sentiment de paternité, la complexité de ce sentiment, la difficulté à dire, il y a une sorte de mystère autour de la paternité. Et là aussi, il évoque le roman comme seul possible peut-être de dire quelque chose de ce sentiment de la paternité. Voici ce qu'il dit. Nous touchons ici à un des sentiments les plus profonds de l'homme, et à l'un des plus singuliers, et à l'un des plus mystérieux, et à l'un des plus donnés. Par conséquent, à l'un de ceux que la plus belle imagination du monde n'inventerait pas, et dont la plus belle imagination du monde n'aurait même et ne donnerait même aucune idée. Il faudrait un roman, et peut-être plusieurs, pour commencer à déblayer un peu, expédier,
ce sentiment si singulier, si mystérieux, si trouble. Mais qui ferait ce roman? Et n'est-ce point là précisément un de ces secrets dont Halévy parlait, qui sont plus secrets que tous les autres, parce que tout le monde les connaît et personne ne les dit. Et ce sont les seuls secrets du monde. Je veux parler de cette espèce de honte, et non pas tant peut-être de pudeur que de désespoir, de cet affreux sentiment de responsabilité qu'il y a dans la paternité. Alors, voilà, encore l'idée du roman, qui peut-être pourrait permettre, mais avec malgré tout cette phrase, mais qui ferait ce roman, cette question. Donc avec peut-être l'idée que ce roman est impossible, finalement, mais malgré tout, l'idée d'un recours au roman pour tenter de rendre compte de ces sentiments mystérieux, et notamment de ce sentiment mystérieux qu'est la paternité. Le roman est donc capable, s'il est bien conduit, de plonger au cœur des sentiments et des situations les plus profondes. Et s'il n'y arrive pas, s'il n'est pas conséquent avec lui-même, s'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il avait promis, comme Zola dans Fécondité, parce que Péguy consacre tout un ensemble, tout un article aux derniers écrits de Zola, et donc notamment à Fécondité, à ce moment-là, si comme Fécondité, il n'est pas à la hauteur, le roman n'est pas à la hauteur de ce qu'il avait promis, Péguy le regrette et le dit. Donc le roman Fécondité, qui date de 1899, et qui est abondamment commenté par Péguy, est intéressant comme cas auquel s'intéresse Péguy, puisque donc il reconnaît dans ce roman certaines qualités, mais en même temps il en critique la psychologie jugée grossière. C'est ce qu'il dit, et il vise notamment, il le dit clairement, les théories associationnistes, l'idée que la psychologie n'est qu'une histoire d'association d'idées. Et les romanciers réalistes et naturalistes ont beaucoup porté ces théories-là. Et donc, il trouve que cela conduit à une psychologie grossière et que le roman qu'est Fécondité ne peut pas se satisfaire de ce type de psychologie grossière. Donc, c'est ce qu'il dit dans ce commentaire de Fécondité. Je ne nie pas qu'il y ait une assez grande quantité de personnes dont la psychologie soit aussi grossière, et pour ainsi dire aussi mécanique. Mais ces personnes sont accidentelles. On peut les choisir comme sujet d'un roman épisodique, ou bien comme les comparses d'une action essentielle, mais non pas en faire les personnages d'un roman essentiel, d'un poème, d'une épopée comme Fécondité, comme la plupart des œuvres du poète Zola. Quoique revient l'idée que le grand roman est poème. Ou bien Mathieu, c'est Mathieu Froment, le personnage principal de Fécondité, ou bien Mathieu n'est pas un caractère, et alors il est tout à fait vrai si l'on veut, ou bien il est un caractère, un type, et alors il n'est pas tout à fait vrai, tout à fait réussi. Ce serait diminuer la pensée de Zola, le sens, la valeur, la portée de l'œuvre, que de s'en tenir à la première hypothèse. Non, Fécondité n'est pas une œuvre moyenne absolument réussie, mais une œuvre supérieure, contestable à beaucoup d'égards, et qui laisse beaucoup de tristesse. Alors j'aime assez cette manière qu'a Péguy, manière que nous avons peut-être un peu oubliée de nos jours, de mesurer les réussites et les échecs d'une œuvre. Et il met ici un peu en pratique ce qu'un philosophe italien, Luigi Paressone, théorisera plusieurs années plus tard, la distinction finalement qu'il convient d'opérer dans une œuvre entre ce que Paressone appelle la forma formans, c'est-à-dire l'œuvre à faire, l'œuvre telle qu'elle promettait de se développer, et la forma formata, c'est-à-dire l'œuvre faite au bout du compte. Péguy voit dans Fécondité ce que l'œuvre elle-même voulait être, notamment en termes de psychologie, et en termes de profondeur et de vérité psychologique, et il constate la non-réalisation de ce germe et son désordre. Alors il faut bien comprendre d'ailleurs que plonger au plus profond du sentiment, ce n'est pas pour Péguy se perdre dans de longues analyses psychologiques. Lorsqu'il cite l'exemple de Priam face à Achille, il met en avant une scène aux immenses répercussions sur le lecteur. C'est ce pathétique de la profondeur dans la clarté qu'il défendra dans De Jean Coste en 1902, qui est peut-être le texte le plus important de Péguy sur le roman, consacré vraiment à la défense d'un roman, le roman d'Antonin Lavergne, Jean Coste. Donc le De Jean Coste date de 1902 et le roman d'Antonin Lavergne avait été publié dans les Cahiers de la Quinzaine en 1901.
Et le roman avait été très célèbre à l'époque, et Peggy donc se fait l'écho justement de cette célébrité, et si bien que Jean Coste, dit-il, est passé finalement dans le langage courant, et qu'on parle comme d'un type particulier du personnage de Jean Coste. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas lu Jean Coste, le roman de Lavergne, car évidemment on ne le lit plus beaucoup maintenant, mais donc il eut son heure de gloire grâce au cahier. Et on voit que ce roman occupe une place primordiale dans l'esprit de Peggy. Il y revient constamment, donc dès 1901, dans les cahiers, mais régulièrement et jusqu'à la fin de sa vie, il parle de Jean Coste, et il revient sur Jean Coste, ça reste le roman type qu'il célèbre dans les cahiers, et ce jusqu'à la fin. Alors, l'intrigue de Jean Coste, du roman de Lavergne, est celle d'un instituteur envoyé dans un petit village avec sa femme et ses enfants. Et cet instituteur n'arrive jamais à rembourser ses dettes, tant sa paye est maigre, donc il s'endette déjà pour déménager, pour aller dans le petit village, et après, malgré le poste de secrétaire de mairie, malgré tout un ensemble de stratagèmes, il n'arrive jamais à gagner suffisamment pour rembourser toutes ses dettes, parce qu'aussi il a des enfants, parce que malgré tout il y a des dépenses nécessaires, et donc on le voit au bord chaque fois de la misère, et toujours aux prises avec finalement ses créanciers, et toujours préoccupé par ses dettes. L'une des grandes scènes pathétiques est celle où Jean Coste se voit obligé d'accompagner ses collègues du canton à une journée pédagogique organisée par l'inspecteur. Déjà à l'époque, on organisait des journées pédagogiques où les instituteurs et les professeurs allaient autour de l'inspecteur pour apprendre à faire leur métier, ou à mieux faire leur métier. Donc Jean Coste est obligé d'y aller, donc il y a des dépenses, et évidemment on ne paye pas le transport aux instituteurs, donc il y a des dépenses pour y aller, pour se loger sur place. Et dans cette cérémonie de la journée pédagogique, l'un des instituteurs est tiré au sort pour faire une leçon de morale devant ses collègues. Et ensuite, les collègues discutent et jugent de la leçon de morale. Et c'est évidemment le héros qui se trouve ainsi désigné, alors qu'il a à charge sa mère aveugle et sa femme malade, qu'il porte un pauvre habit maladroitement recousu, et qu'il n'a pas eu le temps de préparer la dite leçon. Donc c'est une scène terrible d'humiliation. Les collègues compatissent, de même que le lecteur. Quant à l'inspecteur qui ne perçoit pas toute la détresse de Jean Coste, il n'est malgré tout pas caricaturé par Lavergne. Cette scène peut nous paraître malgré tout un peu trop chargée, justement, pathétique, faite pour provoquer les larmes et l'émotion, et certains journaux ont reproché cela au roman de Lavergne. Ils ont reproché justement d'aller un peu trop dans le larmoyant et le pathétique. Mais Peggy défend justement le roman et dit non. Il ne va pas trop loin. Il nous donne le tableau véritable de la situation de l'instituteur aujourd'hui en France. Il défend le roman en cela. L'idée que la situation des instituteurs en France à l'époque est vraiment détestable, et que donc il faut en témoigner, et que ce roman en témoigne. Peggy ne voit pas d'exagération ici, et il voit dans la simplicité et la clarté, il y voit dans la simplicité et la clarté la vérité de la situation des instituteurs en France. C'est pour cela que Peggy désigne le romancier comme un réaliste. Il parle d'Antonin Lavergne comme un réaliste, mais pas un réaliste à la Zola, un réaliste classique et presque naïf, qui donne l'exact tableau de la réalité humaine et sociale. Et donc, il donne, ce n'est pas quelque chose qu'il fait souvent. Quand il publie un roman dans les cahiers, il n'y a pas toujours une préface. Mais là, quand il publie Jean Coste, il y aura après la défense de Jean Coste dans De Jean Coste, mais qui accompagne la publication en 1901 de Jean Coste, il y a une préface de Peggy. Et il dit: je dirais que l'auteur est un réaliste, si ce nom de réaliste n'avait été usurpé par certains faux lyriques d'imagination. C'est
c'est toujours ce qui est amusant chez Péguy, c'est que, évidemment, il n'emploie pas des expressions qu'on aurait attendues. Et donc là, c'est pour parler des naturalistes, qu'il parle des faux lyriques d'imagination, alors qu'évidemment, on n'aurait pas imaginé une telle expression, mais on va voir, l'expression est assez juste, finalement. Donc, le terme a été usurpé donc, par certains faux lyriques d'imagination. Nous dirons plutôt que l'auteur est un historien de son temps, de sa région, de son pays, de son entourage, de son métier. Primaire, ancien instituteur de culture primaire, aujourd'hui professeur d'école normale primaire, il connaît la vie de l'enseignement primaire par cette expérience personnelle que rien ne peut remplacer. Donc, je le disais, les faux lyriques d'imagination, ce sont les naturalistes zoliens, traités ailleurs de romantiques. Voilà, ils traitent les naturalistes de romantiques parce que, allant toujours dans l'exagération, et finalement, même l'exagération dans la grossièreté peut être vue comme un travers romantique. Donc, les faux lyriques d'imagination sont les naturalistes zoliens. Et à côté de l'outrance des naturalistes, Jean Coste laisse simplement parler les faits. Dans l'idée de romantique chez Péguy, il y a toujours l'idée de fabriqué et d'artificiel. Pour lui, le roman de Laverne se situe justement aux antipodes de cela. Il n'est absolument pas du côté de l'artificiel et du fabriqué, alors que les naturalistes, eux, sont du côté de l'artificiel et du fabriqué. Et donc, ce sera notre troisième extrait, justement, un extrait de Jean Coste. Quand un misérable ou un ancien misérable conscient fait un livre, il peut faire un Jean Coste. Sur le réalisme de Jean Coste, on ne saurait mieux dire que n'a dit M. Sorel, un article du mouvement socialiste reproduit dans le 8e cahier de la 3e série, et je me suis moi-même expliqué plusieurs fois. Bien lu, le Jean Coste est rigoureusement réaliste. Quand on a dit « c'est trop noir », on ne voulait pas seulement dire « c'est trop noir », on entendait ce qui est au moins aussi important. Avec des noirceurs qu'on mettrait, tout le monde pourrait en faire autant. Qu'on se détrompe. Ce n'est pas avec du noir étalé romantiquement sur du noir que l'on fait un Jean Coste. Rien n'est aussi éloigné qu'un Jean Coste du romantique et du mélodramatique. Rien n'est aussi difficile à faire qu'un Jean Coste. C'est une erreur d'art grossière que de s'imaginer qu'il faut et qu'il suffit de fourrer du noir pour obtenir un effet de misère ou un effet de tristesse. Il pourrait arriver à Jean Coste un assez grand nombre d'événements beaucoup plus graves qu'il ne lui en arrive, et que sa vie fût moins misérable. Inversement, il pourrait ne pas lui arriver tous les événements graves qui lui arrivent, et que sa vie ne fût pas moins misérable. Ce ne sont pas les seuls événements extérieurs qui font l'assurance ou la misère. La misère n'est pas mathématiquement proportionnée à la gravité des événements extérieurs. Si la seule ingéniosité des supplices d'imagination faisait l'épouvantement d'un enfer, Monsieur Mirbeau y suffirait. Mais ce qui fait justement que Monsieur Octave Mirbeau n'est pas Dante, c'est qu'un enfer n'est pas tout constitué par la seule imagination de littérature. Il faut ou du génie, ou ce qui peut seul remplacer le génie et souvent se confond avec lui, d'avoir vécu soi-même une vie ou de l'avoir vu soi-même vivre de très près, en sympathie, en amour. Je l'ai dit moi-même à Lavergne, et il me permettra de le redire, Jean Coste est un livre si fort que ce n'est pas un livre de série. Ce n'est pas un commencement de série. Ce n'est pas un de ces premiers livres qui annoncent assurément toute une bibliothèque.
Histoire naturelle et sociale de toute une famille sous la Troisième République. Ce n'est pas un de ces premiers livres dont on peut dire après qu'on les a lus. L'auteur en a 45 dans le ventre et nous en aurons un tous les ans. C'est au contraire un de ces livres si forts qu'ils paraissent être sortis de l'auteur bien plus tôt qu'il ne les a faits. Quand on les a lus, il en reste une impression si forte que l'on se demande si l'auteur pourra jamais recommencer. Je ne dis pas cela pour diminuer Lavergne, au contraire, ni pour limiter le champ de son travail éventuel. J'attends beaucoup de ce qu'il fera. Mais à peu d'hommes, il a été donné de produire ainsi un premier livre, un livre seul, debout comme un pilier, et qui fasse naître cette espèce de préoccupation. C'est ici une case de l'oncle Tom, un Don Quichotte, un Robinson Crusoe, un de ces livres qui surgissent isolés de toute une œuvre ou de toute une vie, ou d'un temps même, et qui vivent indéfiniment dans les mémoires. C'est pour cela que le nom de Jean Coste est devenu un nom commun. Ce nom ne sera sans doute jamais aussi répandu que les noms de ces personnages fameux, parce que le sujet du livre est beaucoup moins vaste, moins largement humain, parce que le livre intéresse une humanité beaucoup plus restreinte, parce qu'il est un peu strictement professionnel. Mais ces réserves faites, ou plutôt ces mesures prises, à proportion, le livre de Lavergne est un livre de la famille de ces livres traditionnels. C'est un livre dangereux pour les suivants et redoutable pour l'auteur même. On s'en aperçoit, pour peu qu'on sache lire, et si l'on avait quelque hésitation, il suffirait de comparer l'œuvre de Lavergne à certains volumes de Zola. Je ne veux pas entrer par une incidence dans la critique d'un monument aussi colossal, mais que l'on compare les misères si fréquemment décrites par Zola dans ses romans à la misère d'un Jean Coste. Les misères de Zola sont presque toujours beaucoup plus noires que la misère de Jean Coste. Les événements sont beaucoup plus graves, beaucoup plus dramatiques. Et pourtant, l'impression n'est pas la même. Les misères de Zola sont des misères de description, des misères vues par un touriste laborieux, souvent consciencieux, par un inspecteur des misères, par un excursionniste. Les misères de Jean Coste sont vues de l'intérieur, vécues par un misérable. Quand on lit du Zola, les horreurs accumulées produisent fréquemment une impression terrible, mais à mesure que la lecture physique s'éloigne, l'impression qui était littéraire diminue, s'efface, s'atténue, laisse place à une impression de fabrique ou de renseignement. Quand on lit le Jean Coste, on n'a pas une impression aussi terrible, on a plutôt une impression triste, commune, et cette impression si trompeuse que l'on pourrait en faire autant. On ferme le livre sur cette impression qu'il ne nous a rien appris de nouveau. Le temps passe, les images travaillent dans la mémoire, les images de littérature s'effacent, les images de réalité s'élaborent. Jean Coste, sa femme, sa mère, ses enfants se dessinent, vivent, gagnent. La charpente même du roman nous apparaît simple,
grande, robuste, solide, loyale. Cette image de Jean Coste et de sa misère nous poursuit, nous hante. C'est un misérable familier. Il vit parmi nous et nous souffrons de ne pouvoir lui donner de notre pain. Telle est la différence d'un livre classique, réaliste, à une construction romantique nommée naturaliste ou réaliste. Merci beaucoup, c'est admirable d'entendre le texte de Péguy, la langue de Péguy comme cela. Donc, parler après cela, c'est évidemment toujours un peu difficile. Donc on voit ici la manière dont Péguy met, alors c'est évidemment toujours la manière de Péguy de mettre ce qu'il aime du côté du classique, et au contraire ce qu'il rejette du côté du romantique, et puis en ayant souvent le goût du paradoxe. Mais ici donc évidemment en mettant tout ce qui est le naturalisme, tout ce qui est Zola, tout ce qui est l'héritage de Zola, du côté du fabriqué et de l'artificiel, comme on l'a entendu. Alors évidemment, je ne crois pas que nous souscririons totalement au jugement de Péguy aujourd'hui, après la lecture de Jean Coste et d'un roman de Zola. Voilà. Et nous dirions peut-être que les personnages de Zola vivent plus dans notre imagination que ceux de Lavergne. Je crois qu'on peut le dire, après la lecture de Jean Coste. Voilà. Mais peu importe. Finalement, l'essentiel est de voir que pour Péguy, une sorte de sincérité première, ou de génie, une sorte de sincérité première est nécessaire pour faire un grand roman. C'est l'idée majeure qui vraiment transparaît dans le texte qui vient d'être lu magnifiquement. Sorte de sincérité, et ça c'est une idée qui va revenir constamment chez Péguy. Et l'essentiel est aussi de voir que tout se ramène toujours à cette distinction entre classique et romantique, l'œuvre classique étant clarté, profondeur et sincérité, donc, et le roman classique étant plongé clair et sincère dans la profondeur des sentiments, et ici dans la détresse profonde d'un homme. Et je pense que le texte de Péguy sur Jean Coste est certainement plus admirable que le roman Jean Coste lui-même, et cette description de la misère de Jean Coste par Péguy nous saisit certainement plus que le roman de Lavergne même. Et donc cette idée de clarté, de sincérité, de profondeur, c'est là, je pense, aussi ce qui lie profondément Péguy à deux autres de ses auteurs et amis, Émile Moselly et Alain Fournier. Alors une lettre de Péguy à Moselly, Émile Moselly dont le nom était Émile Chénin. Donc une lettre de Péguy à Moselly, tout ça fait partie du volume, de la... dans le bon sens. Péguy et Émile Moselly, dans le cahier de l'amitié Charles Péguy, 1966, avec tout à la fois les lettres de Moselly à Péguy et en même temps les souvenirs de Moselly sur Péguy qui datent de 1915. Et donc ce sont des documents vraiment très intéressants. Et donc dans une lettre de Péguy à Moselly à propos du roman de Moselly, Les étudiants, donc cette lettre dit bien, à mon avis, son sentiment à l'égard de son collaborateur. Il lui dit « Vieux Chénin », donc c'est le vrai nom de Moselly, « Vieux Chénin, ton roman est saisissant de vérité. J'en étais malade de suivre à ce point de réalité ce que ce fut que la détermination de nos vies à ce nœud de nos 20 ans. » Et c'est vrai que dans la correspondance avec ces romanciers, on ne trouve pas souvent de jugement direct sur les œuvres, et c'est intéressant quand il donne son sentiment comme cela sur les œuvres. On le verra aussi pour Alain Fournier. Alors c'est la même vérité saisissante qu'il trouve dans Jean des Brebis, donc l'œuvre de Moselly qui a reçu le prix Goncourt. Alors évidemment, nous ne lisons plus Jean des Brebis.
maintenant. Donc Jean des Brebis, apparu dans les cahiers de la quinzaine, et donc c'est voilà, l'un des grands auteurs aussi de Péguy, puisqu'il obtient le prix Goncourt en 1907. Le sous-titre de Jean des Brebis est le livre des misères. Et après ce que nous avons entendu sur le roman de Laverne, sur Jean Coste, on voit aussi que ce thème de la misère, finalement, traverse tous les romans que Péguy apprécie véritablement. Donc c'est une série de nouvelles, mais la première nouvelle porte le nom Jean des Brebis. La première nouvelle de cette œuvre, et elle avait tout pour plaire justement à Péguy. L'intrigue commence lors de la préparation des comices agricoles dans un village lorrain. On se souvient de ce que Péguy disait de la scène des comices agricoles chez Flaubert. Alors, prudemment, Moselly ne nous donne pas de discours, ne nous donne pas... Voilà. Il reste prudent dans sa description des comices agricoles, mais voilà, tout se passe autour de la préparation des comices agricoles dans un village lorrain. Donc cela donne l'occasion de peintures assez pittoresques de la population et de peintures assez poétiques des paysages alentours que connaissait bien Moselly, et donc c'est aussi ce rapport de sincérité que Péguy perçoit avec le sujet traité qui, à mon avis, lui a plu. Donc, le centre de l'histoire est celle d'un ancien pâtre, hâbleur et volontiers aviné, Jean des Brebis, qui a beaucoup fait pour l'élection du député Arsène Mitouret. Ce dernier doit prononcer un discours lors des comices, et Jean tente alors de l'approcher. Donc on a une série de scènes où Jean des Brebis, qui a bu, qui a beaucoup bu avant, et essaye d'approcher le député, qui évidemment n'a pas envie d'être approché, même si ce pâtre a fait beaucoup en parlant dans les villages pour son élection, il n'a pas envie d'être approché par cet homme lors de ses festivités, et donc Jean des Brebis se trouve constamment repoussé, et sera même menacé d'une intervention de la police. Et la dernière phrase montre comment ce miséreux saura se venger de l'homme infatué de lui-même, et comment il lui fera perdre les élections suivantes. C'est la dernière phrase, comme quoi le député a perdu les élections suivantes. Donc clarté, simplicité, pathétique, on a des scènes pathétiques justement dans Jean des Brebis, alliées à la représentation sincère de la campagne, sincère aussi parce que Moselly connaît bien ce milieu. Voilà autant d'ingrédients qui ne pouvaient que plaire à Péguy, et donc on retrouve un peu tous ces ingrédients qui faisaient finalement, que l'on retrouvait dans la défense du Jean Coste. Il aime également sans doute ce naturel gagné sur le symbolisme qui fait la grandeur et l'originalité d'Alain Fournier. Notamment dans un petit conte qui s'appelle « Le miracle de la fermière », qui a été republié après dans le volume qui s'intitule « Miracle », avec tout un ensemble de textes d'Alain Fournier en dehors du Grand Maulne. « Le miracle de la fermière », et Péguy loue le miracle de la fermière, ce petit récit. Et il dit à Alain Fournier qu'il aimerait voir publier dans les cahiers ce miracle avec 6 autres miracles, pour atteindre 7 miracles, et puis qu'il publierait dans les cahiers. Et il lui dit, c'est une lettre qui est citée justement par Jacques Rivière dans son introduction à Miracle, il dit à Alain Fournier « Quand j'ai été là-dedans, mon vieux, vos paysans si beaux ». Et toujours avec cette proximité avec les humbles, avec les pauvres gens, avec les miséreux. Et donc ces paysans si beaux qu'Alain Fournier met en scène dans Le miracle de la fermière. Donc ce conte d'Alain Fournier, qui est le germe du Grand Maulne, contient tout ce qui a pu plaire à Péguy, chez Lavergne ou Moselly. Mais avec sans doute plus de maîtrise et de talent encore. Donc, l'histoire est celle du fils d'un couple de fermiers qui doit partir pour la ville et qui sera bientôt coupé de cette campagne qui l'arpente sans cesse. La mère que l'on prend pour une folle, la fermière, semble seule se soucier de cette séparation. Et
Plus que Lavergne et Moselly, Fournier sait faire naître l'émotion de petites touches, de détails, de rapprochements qui font tout l'enchantement et toute la force de ce récit. Évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, c'est une sorte de germe du Grand Maulne, et donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le Grand Maulne, et on le sait par la correspondance de Péguy et d'Alain Fournier. Péguy a apprécié le roman d'Alain Fournier qui paraissait dans la Nouvelle Revue française. Et donc, évidemment, la magie du Grand Maulne participe dans un ensemble plus vaste de cette manière. On peut penser, même si les documents sont rares, que Péguy y retrouve aussi peut-être quelque chose, dans ce roman d'Alain Fournier, quelque chose de son amour pour Blanche Raphaël et de son renoncement à celui-ci. Fournier se sent obligé d'expliquer son roman, de peur que Péguy se méprenne, c'est dans la correspondance entre les deux amis, mais finalement, il semble parfaitement se comprendre sur le Grand Maulne, peut-être parce qu'ils ont connu tous deux cet amour idéal et impossible. Et voici ce que dit Alain Fournier pour expliquer le Grand Maulne, parce qu'il y a un moment où il interprète mal un mot de Péguy et pense que Péguy n'apprécie pas le début du Grand Maulne, parce que le Grand Maulne paraît donc régulièrement dans la NRF, et donc il pense que Péguy ne l'apprécie pas, et donc il lui explique, et après Péguy va lui dire que mais non, en fait, il apprécie beaucoup le roman, et qu'il a hâte de lire la suite. Mais voici ce que dit Alain Fournier, c'est une lettre du 7 juillet 1913, « Le peu de volupté qu'il y a, le peu de lanternes magiques, de fantasmagories, de ballets russes et d'aventures anglaises est racheté par un si long regret, une si étroite peine. » Lorsqu'il a presque achevé la lecture du Grand Maulne, Péguy écrit simplement le 6 octobre « Que c'est beau, Fournier ». Au-delà de la tragédie intime, c'est un terme qu'utilise Yves Réherme dans une note de l'édition de la correspondance entre Péguy et Fournier, donc au-delà de la tragédie intime, Péguy retrouve des lieux, l'école, des personnages, le maître, donc que nous avons vu dans tous ces romans qu'aime Péguy, donc des lieux, des personnages qu'il n'a cessé d'apprécier dans différents romans, et une justesse de notation, une clarté dans l'émotion qui faisait sans doute classer ce roman pour Péguy dans les grands romans classiques, selon la classification justement de Péguy. Jacques Rivière a d'ailleurs montré dans sa belle introduction de Miracle combien Alain Fournier a puisé sans doute lui-même chez Péguy beaucoup de sa manière de lier le temporel et le spirituel. Et je renvoie à ce qu'avait pu dire Denis Labouret sur Péguy et l'aventure, et où il avait évoqué justement ce texte-là pour essayer de comprendre justement l'aventure chez Péguy. Alors j'aimerais maintenant, après avoir vu un petit peu quelle pouvait être la vision positive du roman pour Péguy, me poser la question, peut-être absurde, de savoir si un roman péguiste était finalement possible. Péguy donc pense le roman dans ses travers et dans ses réussites, mais aurait-il pu lui-même écrire un roman ? Je le disais, la question peut sembler gratuite, et voilà, je n'ai pas l'habitude de m'aventurer en général dans la critique fiction. Yves Réherme, dans son édition de la correspondance de Péguy et de Fournier, laisse entendre, en s'appuyant sur une lettre de Péguy du 3 février 1914, qu'Ève a subi l'influence du Grand Maulne, et il donne tout un ensemble d'arguments en ce sens. Cette question est difficile à trancher, mais en tout cas, elle ne ferait que montrer l'influence du roman sur la poésie, et non l'incitation à s'essayer soi-même au genre romanesque. On aurait donc une influence de Péguy sur Fournier, et en retour une influence de Fournier sur Péguy, mais chacun dans un genre différent. D'un côté la poésie et de l'autre côté le roman. Nous avons certains éléments, malgré tout, qui nous permettent de dire que Péguy a lui-même envisagé la possibilité d'écrire un roman. Alors je m'appuierai d'abord sur un texte de l'Argent, donc qui ne dit pas clairement cela, mais enfin que l'on peut peut-être tirer dans ce sens-là, puisqu'il indique de manière assez étendue un sujet possible de roman. Et donc c'est le 4e extrait que nous allons lire.
nos maîtres et nos curés. Ce serait un assez bon titre pour un roman. Nos maîtres laïcs avaient un certain enseignement, une certaine métaphysique. Nos maîtres curés donnaient un enseignement diamétralement contraire, une métaphysique diamétralement contraire. Nous ne nous en apercevions pas, je n'ai pas besoin de le dire, et aussi bien ce n'est pas cela que je veux dire. Ce que je veux dire est plus grave. Je l'ai dit, nous croyions intégralement tout ce que l'on nous disait. Nous étions des petits bonshommes sérieux et certainement graves. J'avais entre tous et au plus haut degré cette maladie. Je ne m'en suis jamais guérie. Aujourd'hui même, je crois encore tout ce qu'on me dit. Et je sens bien que je ne changerai jamais. D'abord, on ne change jamais. J'ai toujours tout pris au sérieux. Cela m'a mené loin. Nous croyons donc intégralement aux enseignements de nos maîtres et également intégralement aux enseignements de nos curés. Nous absorbions intégralement les ou la métaphysique de nos maîtres et également intégralement la métaphysique de nos curés. Aujourd'hui, je puis dire, sans offenser personne, que la métaphysique de nos maîtres n'a plus pour nous et pour personne aucune espèce d'existence. Et la métaphysique des curés a pris possession de nos êtres à une profondeur que les curés eux-mêmes se seraient bien gardés de soupçonner. Nous ne croyons plus un mot de ce qu'enseignaient des métaphysiques qu'enseignaient nos maîtres, et nous croyons intégralement ce qu'il y a dans le catéchisme, et c'est devenu et c'est resté notre chair. Mais ce n'est pas encore cela que je veux dire. Nous ne croyons plus un mot de ce que nous enseignaient nos maîtres laïcs, et toute la métaphysique qui était dessous eux est pour nous moins qu'une cendre vaine. Nous ne croyons pas seulement, nous sommes intégralement nourris de ce que nous enseignaient les curés, de ce qu'il y a dans le catéchisme. Or, nos maîtres laïcs ont gardé tout notre cœur et ils ont notre entière confidence. Et malheureusement, nous ne pouvons pas dire que nos vieux curés aient absolument tout notre cœur, ni qu'ils aient jamais eu notre confidence. Il y a ici un problème, et je dirais même un mystère extrêmement grave. Ne nous le dissimulons pas. C'est le problème même de la déchristianisation de la France. On me pardonnera cette expression un peu solennelle et ce mot aussi lourd, c'est que l'événement que je veux exprimer, que je veux désigner, est peut-être lui-même assez solennel et un peu lourd. Il ne s'agit pas ici de nier ni de se masquer les difficultés. Il ne s'agit pas de fermer les yeux. Que ceux qui ont la confession n'aient certainement pas la confidence. Ce n'est pas une explication, c'est un fait. Et le centre même de la difficulté. Merci.
beaucoup, voilà, de nous faire entendre. Alors voilà, un texte où Peggy donc nous donne un titre, un sujet possible de roman, mais il ne fait pas que cela. Il semble nous dévoiler le cœur de l'intrigue et du drame, qui pourrait être ceux du roman. Nous y reconnaissons un milieu qu'il affectionne, celui du village, avec son instituteur et son curé. On se souvient de sa défense de l'Avergne en 1902, et notamment des passages de Jean Coste concernant les relations entre le maître d'école et le prêtre, puisque la critique anticléricale avait dénoncé ce personnage de curé, brave homme et honnête homme. Et donc Peggy défendait la peinture du curé chez Lavergne en disant que voilà, il ne s'agissait pas d'aller justement dans la caricature et qu'un curé brave homme et honnête homme, on était peut-être plus proche de la réalité que si l'on en faisait une peinture caricaturale. Peggy reprend ici ce couple si important dans le paysage social français, mais il déplace par rapport à Jean Coste l'intérêt vers un drame beaucoup plus fondamental, celui de l'attachement continué sur un plan humain aux maîtres d'école, mais du détachement intellectuel de leur enseignement, et inversement de l'attachement intellectuel au curé, mais du détachement affectif à leur égard. Nous touchons ici à un mystère extrêmement grave, dit Peggy. On retrouve cette idée si importante chez Peggy du mystère, qui nous plonge au cœur du temporel et du spirituel, qui lie profondément le temporel et le spirituel pour rendre compte de la condition de l'homme dans notre monde. Tous les ingrédients sont bien présents pour faire un bon roman, comme Peggy le conçoit, alliant profondeur, clarté et sincérité, car ce drame, on le sent et on l'a senti à la lecture, ce drame, il le vit lui-même, et comme Lavergne avec la misère, il peut le décrire de l'intérieur. Alors ce roman dramatique et pathétique, Peggy ne l'a jamais écrit, juste esquissé dans ce passage de l'argent. En revanche, dans le très beau témoignage de Moselly sur Peggy, qui date de 1915, l'auteur de Jean des Brebis, qui fut un ami proche, nous apprend, c'est à la toute fin du témoignage, il nous apprend que Peggy, et je cite Moselly, rêvait aussi de composer un grand roman picaresque sur le socialisme moderne, avec des aventures extraordinaires, des portraits truculents, des pages de satire et de verve bouffonne. Alors, quelques années plus tôt, et dans un autre champ idéologique, Léon Daudet avait donné ses Morticoles en 1894, récit d'un voyage et d'un naufrage sur une île imaginaire gouvernée par les médecins. Peggy aurait pu, lui aussi, adopter ce type de fiction, inspiré là encore par son expérience personnelle, et le héros aurait découvert le socialisme et ses différents groupes. Il se serait pris d'enthousiasme peut-être comme le jeune Peggy pour un mouvement qu'il aurait vite vu dans tous ses travers. Et Moselly ajoute une phrase intéressante. Il dit « Quand on relit certaines pages de Notre jeunesse et de l'argent, où la phrase s'avance avec une ampleur et une abondance vraiment extraordinaires, on peut entrevoir le livre magnifique qu'aurait été ce roman, dont rien, hélas, n'a été écrit. » Alors le roman satirique, Peggy l'avait déjà favorisé en commandant aux frères Tarot leur plus célèbre ouvrage, Dingley, l'illustre écrivain, caricature habile de l'auteur établi qu'était Kipling, et satire de l'impérialisme britannique dans le contexte de la guerre des bourgs. Mais avec le roman picaresque, Peggy aurait renoué avec une certaine tradition française de romans critiques des mœurs et du pouvoir, où un héros, parfois sans scrupules, découvre différents milieux. Si nous reprenons Notre jeunesse, comme nous le suggère Moselly, nous trouvons effectivement une satire sans concession du socialisme politique en général, et de Jaurès en particulier, qui a accepté toutes les compromissions avec Gustave Hervé. Et il fait parler Jaurès lui-même dans Notre jeunesse, et Jaurès dit « On ferait un beau roman ». Et donc c'est Jaurès, devenu personnage de Peggy, qui dit « On ferait un beau roman des soumissions que j'ai faites à notre camarade, au citoyen Hervé ». Le but est alors, dans Notre jeunesse, de ridiculiser l'ancien ami des cahiers, et c'est toujours Jaurès qui parle.
un passage savoureux que je vous lis. Donc c'est Jaurès qui parle. Hervé sait si bien tout cela que je l'en admire moi-même, comme il connaît bien ma psychologie, si vous permettez, et qu'au contraire, quand je reçois un bon coup de pied dans le derrière, je me retourne instantanément avec un sentiment de respect profond, avec un respect inné pour ce pied, pour ce cou, pour la jambe qui est au bout du pied, pour l'homme qui est au bout de la jambe, et même pour mon derrière qui me vaut cet honneur. Donc nous sommes bien dans la verve bouffonne, évoquée par Moselly, et Jaurès fait déjà ici figure de personnage comique du roman sur le socialisme, envisagé peut-être par Péguy. Si nous soutenons l'idée de ce possible roman péguiste, en concordance avec ses qualités de pamphlétaire, je pense néanmoins que le personnage principal n'aurait pas été l'anti-héros habituel du genre picaresque. La sincérité revendiquée par Péguy, son appel à la description de l'intérieur, nous l'avons vu précédemment, l'aurait sans doute poussé à créer un héros qui lui ressemble, naïf peut-être, mais non sans honneur. Et un autre passage de notre jeunesse semble aller dans ce sens, et c'est notre dernier passage. Nous fûmes des héros. Il faut le dire très simplement, car je crois bien qu'on ne le dira pas pour nous. Voici très exactement en quoi et pourquoi nous fûmes des héros. Dans tout le monde où nous circulions, dans tout le monde où nous achevions alors les années de notre apprentissage, dans tout le milieu où nous circulions, où nous opérions, où nous croissions encore et où nous achevions de nous former, la question qui se posait pendant ces 2 ou 3 années de cette courbe montante n'était nullement de savoir si, en réalité, Dreyfus était innocent ou coupable. C'était de savoir si on aurait le courage de le reconnaître, de le manifester innocent, de le déclarer innocent. C'était de savoir si on aurait le double courage. Premièrement, le premier courage, le courage extérieur, déjà difficile. Le courage social, public, de le manifester innocent dans le monde, aux yeux du public, de l'avouer au public, de le glorifier, de l'avouer publiquement, de le déclarer publiquement, de témoigner pour lui publiquement, de risquer là-dessus, de mettre sur lui tout ce que l'on avait, tout un argent misérablement gagné, tout un argent de pauvres et de misérables, tout un argent de petites gens, de misère et de pauvreté, tout le temps, toute la vie, toute la carrière, toute la santé, tout le corps et toute l'âme, la ruine du corps, toutes les ruines, la rupture du cœur, la dislocation des familles, le reniement des proches, le détournement des regards, des yeux, la réprobation muette ou forcenée, muette et forcenée, l'isolement, toutes les quarantaines, la rupture d'amitié de 20 ans, c'est-à-dire pour nous d'amitié commencée depuis toujours, toute la vie sociale, toute la vie du cœur, enfin tout. Deuxièmement, le deuxième courage, plus difficile, le courage intérieur, le courage secret, s'avouer à soi-même, en soi-même, qu'il était innocent. Renoncer pour cet homme à la paix du cœur. Non plus seulement à la paix de la cité, à la paix du foyer, à la paix de la famille, à la paix du ménage, mais à la paix du cœur. Au premier des biens, au seul bien. Le courage d'entrer pour cet homme dans le royaume d'une incurable inquiétude et d'une amertume
qui ne se guérira jamais. Nos adversaires ne sauront jamais. Nos ennemis ne pouvaient pas savoir ce que nous avons sacrifié à cet homme. Et de quel cœur nous l'avons sacrifié. Nous lui avons sacrifié notre vie entière, puisque cette affaire nous a marqués pour la vie. Nos ennemis ne sauront jamais, nous qui avons bouleversé, retourné ce pays, nos ennemis ne sauront jamais combien peu nous étions et dans quelles conditions nous nous battions, dans quelles conditions ingrates, précaires, dans quelles conditions de misère et de précarité. Combien par conséquent pour vaincre, puisqu'enfin nous vainquîmes, il nous fallut déployer, manifester, retrouver en nous, dans notre race, les plus anciennes, les plus précieuses qualités de la race, la technique même de l'héroïsme, et nommément de l'héroïsme militaire. Il ne faut pas se prendre au mot. La discipline des anarchistes, par exemple, fut notamment admirable. Il n'échappe point à tout homme avisé que c'était en nous qu'étaient les vertus militaires, en nous et non point nullement dans l'état-major de l'armée. Nous étions, une fois de plus, nous fûmes cette poignée de Français qui, sous un feu écrasant, enfoncent des masses, conduisent un assaut, enlèvent une position. Comment nos ennemis, comment nos adversaires le sauraient-ils quand nos amis, je veux dire ceux de notre parti, de notre bord, les politiques, les historiens de notre bord, quand nos amis même ne s'en aperçoivent même pas. Sur ce point particulier des anarchistes, par exemple, ne leur demandez point à eux-mêmes des renseignements sur eux-mêmes. Ils vous jureraient leur grand Dieu, si je puis dire, qu'ils n'ont jamais été aussi indisciplinés. Les gens sont tous et si profondément intellectualistes qu'ils aiment mieux trahir, se trahir eux-mêmes, trahir, abandonner, renier leur histoire et leur propre réalité, renier leur propre grandeur et tout ce qui fait leur prix, tout plutôt que de renoncer à leurs formules, à leurs tics, à leurs manies intellectuelles, à l'idée intellectuelle qu'ils veulent avoir d'eux et qu'ils veulent que l'on ait d'eux. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on peut... Alors, beaucoup de choses se retrouvent ici, à mon sens, de ce qu'aurait pu être ce grand roman péguiste. Un roman sur le socialisme aurait été aussi inévitablement un roman sur l'affaire Dreyfus. Et à côté de la charge virulente contre le socialisme dévoyé, il y aurait eu place pour le personnage principal et pour ses plus fidèles amis, sans doute à l'héroïsme de la lutte et du combat, tel que nous venons de l'entendre, et toute la première partie du texte que nous avons lu, toute la première partie de ce texte obéit à ce mouvement proprement mystique, tandis que le second s'abîme dans le politique. Et on a ces deux tendances, et donc l'une qui irait plutôt du côté de l'héroïsme et l'autre qui irait plutôt du côté de la satire, justement, dont parlait Moselly. On y retrouve aussi dans cet extrait, au début, le terme d'apprentissage, si important dans une perspective romanesque. Ce roman picaresque n'aurait pas manqué d'être aussi un roman d'apprentissage et un roman d'héroïsme face au monde et d'héroïsme face à soi,
un roman de sacrifice également. Et qui mieux que Peggy aurait pu rendre cela, le mettre en mots, le mettre en intrigue. Et au milieu de cet apprentissage héroïque, en tension avec lui, serait venue la description sans concession du socialisme de parti, du socialisme de compromission, qu'il soit guédiste ou hervéiste ou même jaurésien, du socialisme qui aime mieux trahir ou se trahir, comme on entendait dans le texte, qui aime mieux renier son histoire et sa propre réalité, renier sa propre grandeur. Alors pour conclure, voilà, j'espère, au bout de ce parcours, que le sujet Peggy et le roman paraît moins absurde qu'il ne semblait au départ. Donc Peggy n'est pas un romancier, c'est toujours le cas, et même est très éloigné dans son œuvre dramatique et poétique du roman, mais il édite des romans, nous l'avons vu, et réfléchit sur le genre, rejetant ce qu'il considère comme des cochonneries littéraires, et approuvant au contraire les romans clairs et profondément pathétiques qu'il rattache volontiers à la veine classique. Si Peggy avait écrit un roman, comme le suggère Moselly, il aurait sans doute usé dans la représentation de son héros de ces mêmes éléments qu'il célébrait chez ses amis romanciers, mais avec cette sincérité propre qui l'aurait orienté sans doute vers la peinture d'un apprentissage et d'un sacrifice, ceux de l'affaire Dreyfus. À cela se serait ajoutée la représentation satirique et bouffonne du socialisme politique tel qu'il apparaît dans notre jeunesse. En fait, Peggy n'avait pas à chercher bien loin la matière d'un roman, sa vie même loin de l'image que l'on peut en avoir, mince en voyage et en aventure, fut en réalité une vie d'insécurité totale, une vie fortement dramatique et héroïque, et pas seulement par sa fin sur le champ de bataille. Denis Labouret l'a rappelé ici même en 2018, Peggy fut à sa façon particulière un aventurier, et je cite Denis, pas seulement un homme qui vit des aventures au pluriel, mais celui qui vit l'aventure par excellence, qui fait de sa vie une aventure. Par là même, il ne pouvait qu'être lié malgré tout au roman, lieu littéraire par excellence de l'aventure. Merci.